Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'IVREMAM, Mondes arabes et musulmans. Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire du CNRS établi à Aix-en-Provence. L'IVREMAM est un cycle d'entretiens organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois historiens: Philippe Bourmeau, maître de conférences à l'université Jean Moulin Lyon 3, Norig Neveu, chargé de recherche à l'IREMAM, et Chantal Verdeil, professeur des universités à l'INALCO. Nos trois invités ont dirigé un ouvrage collectif intitulé Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations, figures, champs et outils, paru en 2021 aux presses de l'INALCO. Ce livre porte donc sur l'expertise, c'est-à-dire la production d'un savoir supposé scientifique qui revêt un statut d'expertise parce qu'il est articulé à un processus de décision politique. Cette expertise est étudiée ici dans son développement entre les deux guerres mondiales, dans les anciennes possessions ottomanes et allemandes, dont l'administration est confiée par la Société des Nations à diverses puissances mandataires, dont les principales sont le Royaume-Uni et la France. Il s'agit notamment de régions du Proche-Orient, Syrie, Liban, Transjordanie, Palestine et Irak, qui font l'objet de la moitié des contributions présentées dans l'ouvrage de nos invités, aux côtés d'études de cas portant sur les mandats d'Afrique subsaharienne et d'Océanie. L'intérêt du livre dont nous parlerons aujourd'hui réside notamment dans le fait qu'il étudie un phénomène situé à la charnière de deux dynamiques historiques que l'on ne rapprocherait pas de prime abord. Cette expertise mandataire est d'abord l'une des formes de l'expertise coloniale qui correspond plus précisément à ce qu'on a pu appeler la colonisation scientifique, concept sur lequel nous reviendrons durant l'entretien. Cependant, cette expertise mandataire participe aussi de l'internationalisation des politiques publiques, dont elle anticipe le développement considérable après la Seconde Guerre mondiale et l'établissement des agences onusiennes. Sans plus attendre, je me tourne vers nos invités. Philippe Bourmeau, Norig Neveu, Chantal Verdeil, bonjour. Bonjour. J'adresserai ma première question à Chantal Verdeil. L'existence de votre ouvrage part du constat qu'avec l'établissement des mandats de la Société des Nations, émerge une forme relativement nouvelle d'expertise coloniale. En quoi cette expertise mandataire se différencie-t-elle des formes d'expertise coloniale pratiquées avant la Première Guerre mondiale ou dans les colonies qui ne font pas l'objet de mandats de la SDN? L'idée, c'est qu'avec la mise en place des mandats et surtout avec la création de la SDN et de la commission permanente des mandats, il y a des institutions internationales qui, entre guillemets, surveillent et supervisent les mandats et que ça modifie considérablement la donne par rapport à la situation coloniale préexistante, puisque même si, comme chacun sait, le pouvoir de la SDN et celui de la commission étaient tout à fait limités, enfin le pouvoir politique, le fait que cette surveillance existe, change, quand même tout à fait, la façon dont les politiques mandataires, sont pensées et mises en œuvre. Un des articles comment dire? Qui insiste le plus sur cette idée, c'est celui de Rosaire Cousseau sur la construction d'une statistique, enfin une quantification et de statistiques internationales et qui montre comment, justement, sous l'égide de la SDN, sont jetées les bases de l'évaluation statistique internationale, telle, enfin, en tout cas, enfin, c'est quand même elle dit telle qu'on la connaît aujourd'hui parce que finalement elle conclut son article en disant que se sont rejouées dans les années 1990 au moment de la mise en place des plans structurels et cetera, des choses qu'on avait pu observer, au moment de la mise en place du mandat. Heu, alors évidemment, elle montre que ces statistiques qui reposent sur des questionnaires, sur des rapports et cetera, sont encore rudimentaires, mais qu'elles ont quand même, entraîné l'envoi de personnel, d'experts en statistique, puisque c'est de ça dont il est question. Et puis aussi que, comment dire? La commission des mandats, se donnait des sortes de règles sur ces questions d'experts, c'est-à-dire ce qui devait appartenir au pays
mandataire ou pas, quel lien il devait avoir avec, ses gouvernements. Tout cela a été, discuté. Il me semble que ce qui est aussi très intéressant dans cette contribution, c'est la réflexion sur, comment dire? La promotion de ce qu'elle appelle le couple, expertise éthique, heu, lié à la production, de ces données internationales, avec l'idée que, enfin ce couple, il est au-delà du politique, si vous voulez. C'est-à-dire l'expertise est neutre et objective politiquement et de cette façon, beh, l'éthique aussi. Enfin, je veux dire l'éthique, elle est tout le monde y adhère d'une certaine façon, enfin les et comme en plus on est dans une dimension internationale et que le politique se retrouve, j'allais dire relégué à la dimension nationale et a l'air de disparaître et là, je trouve que le parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 1990 du XXe siècle est aussi très intéressant. Mais voilà, enfin l'idée c'est que, hem, en raison de cette surveillance, en raison de la comment dire? La, la mise en place de ces structures de ces structures, mais aussi de ces procédures d'évaluation, de production de données, d'enquête et cetera. La période man enfin le mandat, permet une espèce de première re cristallisation, j'allais dire, de cette expertise, internationale. Voilà, qui va être renforcée, bon évidemment c'est un peu, trivial de dire ça après la Seconde Guerre mondiale. Philippe Bourmeau, quels sont les acteurs institutionnels qui participent à la production de cette expertise? Dans votre livre, on rencontre des États, mais aussi, bien sûr, une organisation internationale, la SDN, d'autres même, ainsi que des fondations privées. Donc, quels sont les acteurs de cette expertise et au sens institutionnel du terme ici, et quelles relations ces institutions entretiennent-elles les unes avec les autres? Un point sur lequel on insiste dans l'introduction, c'est le fait qu'il y a plusieurs dispositifs institutionnels qui produisent de l'expertise et j'ajouterais que ces dispositifs institutionnels ne sont pas hiérarchisés. Donc, on n'a pas une situation dans laquelle finalement il y aurait une espèce de contrôle possible de l'information, ce qui est souvent ce qu'on met en avant quand on parle de l'expertise coloniale. Grosso modo, à la fin des fins, ben voilà, il y a un pouvoir colonial qui a un monopole de la vérité, ou en tout cas qui la scelle. Là, on a des institutions qui connaissent des concurrences entre elles et parfois en interne. D'un côté, les États, et d'abord les États mandataires, qui vont essayer de s'affronter sur le respect de l'ensemble du cahier des charges des mandats, l'ensemble des obligations internationales qui sont formées pour les différents mandats. Ça, c'est quelque chose sur quoi Véronique Dimier, une des contributrices à l'ouvrage, avait insisté déjà il y a au moins une quinzaine d'années. Donc, les États peuvent être, bien sûr, en concurrence pour dire j'applique le mandat, si, j'applique le mandat, mais j'allais dire, ça ne se limite pas à ça. Ça, c'est la partie la mieux connue. À l'intérieur des organisations internationales, on a aussi des recoupements qui sont quasiment structurels, puisque d'un côté, vous avez une commission qui a pour charge de veiller au respect d'obligations internationales, c'est la commission des mandats. Et d'un autre côté, vous avez des commissions spécialisées de la SDN et des organisations internationales autour de la SDN qui ont chacune leur lettre de mission propre et qui donc sont elles aussi responsables de faire appliquer ou de veiller à ce qu'on fasse appliquer telle ou telle convention, tel ou tel corpus normatif international. Et donc, évidemment, il y a régulièrement des querelles et bon, c'est souvent des querelles de procédure. Mais c'est aussi par, par ricochet, pour ceux qui sont dans tel ou tel domaine de spécialité, une concurrence sur la capacité à anticiper vers où va le corpus normatif international. C'est notamment ce que souligne Sarah Griswold dans sa contribution sur les questions d'archéologie au Proche-Orient, parce qu'il y a une obligation faite dans les différents mandats du Proche-Orient de rendre accessibles, sans exclusif de nationalité, les sites archéologiques.
et de respecter le patrimoine archéologique, donc l'ensemble du résultat des fouilles, mais ceci sans qu'il y ait un corpus juridique sur justement le devenir des fouilles très développé. Bon, on sait que voilà, l'archéologie coloniale, c'est souvent du pillage. Donc, un des enjeux, ça pouvait être pour les archéologues de se dire quel va être le principe qui va guider normativement les institutions internationales quand elles vont s'intéresser à cet aspect particulier. Et du coup, quel principe de droit on met en avant pour guider notre propre attitude sur les champs de fouilles. Bon. Et puis, vous avez des fondations privées, en effet. Alors, celle qui intervient le plus dans les mandats, c'est sans doute la fondation Rockefeller, un peu la fondation Carnegie pour tout ce qui a aussi trait aux réfugiés. Donc là, on est principalement au Proche-Orient et sur les questions économiques. Ces fondations, elles ont souvent des relations, comment dire, qui varient sur un spectre d'un extrême à l'autre avec les États. Selon que les États, grosso modo, leur laissent une marge d'action, typiquement les Britanniques face à la fondation Rockefeller en Palestine. Pourquoi? Parce que, grosso modo, les Britanniques disent « oui, vous pouvez collaborer avec le mouvement sioniste en Palestine, bon, en gros, si vous ne nous demandez pas trop de sous ». En revanche, la même fondation va dire aux Français qui lui demandent directement de coopérer avec eux quand la crise de 29 arrive, ben oui, écoutez, en Algérie, vous nous avez laissé tout faire et tout payer dans la lutte contre la malaria, donc non, on ne va pas venir à votre aide. Donc, on a grosso modo des relations institutionnelles entre des fondations qui sont vues comme des financiers, en fait, comme des vaches à lait, et des États mandataires qui essaient de se débarrasser d'une certaine image, comment dire, de minimalisme budgétaire sans vraiment y réussir. Et il faut ajouter à ça, et c'est ce que souligne notamment Nova Robinson dans sa contribution, des associations internationales qui, dans la mesure où elles sont représentées dans les institutions de la SDN, connaissent une institutionnalisation accélérée. Par exemple, le Conseil international des femmes. Mais du coup, comme elles s'institutionnalisent dans leur relation avec une institution qui est encore largement marquée par le consensus colonialiste, eh ben, elles vont avoir une attitude plus ou moins inclusive ou exclusive. Ce que montre Nova, c'est qu'en l'occurrence, pour les déjà grosses associations féministes syriennes, l'attitude va être, aussi bien de la part de la SDN que de la part du Conseil international des femmes, exclusive. Voilà, ça couvre un peu, et en gros, finalement, tout ça, ça crée un espace dans lequel, comme chacun veut essayer de tirer la couverture à soi, il y a une aubaine, une possibilité, une ouverture pour la production d'une expertise qui soit moins pilotée, avec des conclusions moins attendues d'avance. Norig Neveu, est-ce qu'on pourrait maintenant parler des objets privilégiés de cette expertise? Sur quoi porte-t-elle? Parce qu'à la lecture de l'ouvrage, on découvre qu'il y a à la fois des thématiques qu'on pourrait qualifier de techniques, hein, comme des questions sanitaires ou d'éducation, et puis on rencontre aussi des questions qui sont soulevées par des entrepreneurs de morale, comme la lutte contre la prostitution, par exemple. Oui, alors peut-être avant de répondre plus directement à la question, faire quelques petits rappels. Déjà, effectivement, l'importance de la mobilisation de l'expertise dans le cadre, enfin pas la société de la STN, dans le cadre de la gestion des mandats qui permettent quelque part l'expansion du domaine d'intervention et d'expertise à un nombre plus important de questions internationales. Et rappeler aussi, avant de définir quels sont ces domaines, hein, mais qu'il y a une porosité entre les administrations étatiques des pays sous mandat et les administrations mandataires, avec une articulation qui, à l'époque, est aussi très forte entre administration coloniale et milieu universitaire. Milieu universitaire variés, divers, avec une place, et ça, je pense que le livre l'ouvrage le montre par intermédiaire de plusieurs interventions, mais une place des sciences humaines et des sciences sociales qui est tout à fait importante à l'époque.
L'idée aussi que la spécificité de cette expertise mandataire, c'est de proposer une expertise comparée des systèmes coloniaux. Ce qui est aussi une nouveauté donc, de la période, et l'idée que quelque part, cette expertise, elle se définit plutôt comme une communauté d'expérience que comme une communauté de savoir en tant que telle. Donc la conséquence assez logique de ça, c'est qu'il est assez difficile de considérer que les mandats constituent un domaine d'expertise internationale en tant que tel. Il y a une composition en fait tout à fait diverse de ces domaines de l'expertise, de ces champs de l'expertise, à l'exception peut-être du droit sur lequel une partie de l'introduction est consacrée. Alors avec plusieurs approches, une approche par question. Il y a des questions qui vont être posées. On le voit dans par exemple, le cas de l'article de Hilary Falb-Kalisman, de la question de l'éducation en Irak et en Palestine. Dans l'introduction, il y a d'autres exemples qui sont repris. Il y a l'exemple des immigrés syriens et libanais après le traité de Lausanne en 1923, qui devient donc un exemple, une question qui va être posée à expertise. Et ensuite, on va avoir des expertises qui sont liées à des pratiques de société. Là encore, l'un des exemples qui est mobilisé et qu'a repris Philippe, c'est celui de la Fondation Rockefeller, qui va avoir un domaine d'expertise en milieu colonial ou varié, avec aussi bien des productions de rapports sur des stratégies d'assèchement de marée dans une région, la réorganisation médicale en Chine, des enquêtes sociales à grande échelle. Donc, on touche effectivement à des domaines tout à fait divers. Et avant tout, je pense, c'est ce que le livre surtout essaye de mettre en avant, qui sont très ancrés dans des dynamiques territoriales. Avec, et là Chantal l'a rappelé en réponse à la question, mais avec effectivement un rôle des questions, une prégnance des questions éthiques qui est notable pour la période, avec la question de la protection de l'enfance, la question de la condition féminine que l'on retrouve très fortement dans l'article de Nova Robinson, avec tout ce qui est lutte contre, par exemple, la prostitution. Mais cette lutte contre la prostitution, elle est aussi à rattacher aux enjeux médicaux, c'est-à-dire aussi lutter contre la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Et donc, voilà, voir aussi que tous ces thématiques éthiques encouragent à la production de rapports qui vont circuler au sein non seulement des institutions internationales, mais aussi l'institution philanthropique, et qui vont servir donc de plaidoyer qui, à leur tour, peuvent être ajoutés dans le cadre d'enquêtes internationales. Donc, c'est vrai qu'on a des domaines de l'expertise mandataire assez divers, assez épars, et ce qui se traduit aussi donc, par une grosse diversité, une diversité de la littérature en tant que telle. On a une littérature foisonnante avec des rapports, des données, dont en réalité souvent une faible partie est visibilisée et reconnue à l'époque par l'intermédiaire des rapports qui vont être publiés par les puissances mandataires en tant que telles. Mais on a voilà, c'est vrai que c'est peut-être d'un point de vue vraiment historien ici, mais c'est cette expertise est très largement documentable, parce qu'elle va aussi donc avec énormément de sources, production de rapports officiels ou non officiels. Philippe, dans le livre, vous soulignez les liens entre l'expertise mandataire et le développement de ce que vous appelez la colonisation scientifique. De quoi s'agit-il précisément? J'ai proposé une stratigraphie en 3 couches. D'une part, il y a tout un élément de discours, ou une arlésienne en fait, de la colonisation moderne, disons de tout le discours colonial des années 1880, au moment où s'accélère la colonisation en Afrique et dans le Pacifique. Et notamment dans les pays qui vont ensuite, après la colonisation allemande, passer sous mandat. Là, il s'agit véritablement d'un discours général sur l'idée que si on met en commun des informations
sur les pratiques de colonisation des différents pays, on va pouvoir aboutir à une optimisation des méthodes de mise en valeur, de gouvernement, etc. Et donc, on fonde à cette époque un institut international colonial à Bruxelles, en 1895, je crois, qui va être en fait surtout une boîte aux lettres, où vont arriver des rapports sans que ça ait véritablement de portée et sans que ces rapports non plus aient véritablement de contenu, en tout cas de contenu pertinent. Peut-être justement plutôt une fonction de nuage de fumée. Mais il y a cette idée que les pays colonisateurs ont une mission civilisatrice en commun, des méthodes communes, à savoir essentiellement l'application d'une forme de despotisme décentralisé un peu partout. Et ensuite, eh bien, qu'ils devraient mettre en commun des méthodes pour perpétuer cet ordre colonial et le faire aller en gros où on veut qu'il aille. Il y a aussi un peu plus tard, et notamment à travers des réseaux sanitaires, c'est là que ça a bien marché, chez les pastoriens, un peu aussi les instituts Robert Koch, enfin l'Institut Robert Koch et les instituts coloniaux allemands, et puis la Fondation Rockefeller aussi, des réseaux qui se révèlent transnationaux comment dire, cette fois-ci de mise en commun d'un savoir médical, parce qu'on conçoit bien que ça devient une donnée conditionnant la perpétuation de la domination coloniale. Si grosso modo tout le monde est malade, si la maladie du sommeil fait des hécatombes, eh ben, ça met en péril l'ordre colonial. Donc, par ce biais-là, on va voir des réseaux qui n'obéissent plus à une logique verticale depuis un ministère vers la colonie, mais des logiques plus horizontales de mise en réseau entre gens qui se reconnaissent comme gens de savoir autour d'une même méthode. Et puis, enfin, et c'est quelque chose, là encore, sur quoi avait insisté Véronique Dimier il y a un certain temps, une idée épistémologique qui va vraiment trouver son cœur et son lieu d'expression dans la commission des mandats, l'idée qu'il faut une science du gouvernement colonial, fondée sur une connaissance des structures des sociétés coloniales, plutôt que, comme c'était le cas dans les formations, les écoles coloniales jusque-là, plutôt que fondée sur le droit, donc sur l'énonciation de la norme, en se moquant éperdument de la distance entre la norme et l'être. Là, il s'agissait, pour des gens comme Lugard, de dire comment on va instrumentaliser l'anthropologie pour donner des clés de gouvernement efficaces, malignes, pour l'administration coloniale. Ce qui peut expliquer pourquoi on va retrouver un Robert Montagne aussi actif dans le mandat du Levant. Bon. Alors, la limite de ceci, c'est que d'une part, voilà, toutes les tentatives de ce genre achoppent sur le fait que l'anthropologie coloniale aboutit sur une intensification de systèmes observés particuliers. Finalement, elle souvent tendre vers le culturalisme, et donc précisément pas vers quelque chose d'universalisable. Et d'autre part, sur le constat que les puissances mandataires vont instrumentaliser l'anthropologie comme un pied de nez à l'égard des objectifs du mandat. C'est ce que Robert Gordon développe dans son chapitre en disant, voilà, il faut tenir compte du facteur du ridicule et de l'inacceptabilité du ridicule pour les puissances coloniales pour comprendre comment se passe le mandat, en particulier dans l'actuelle Namibie. Là, les Sud-Africains débarquent avec une espèce d'aplomb total pour dire, voilà, nous, on connaît l'anthropologie des puissances colonisées d'Afrique, des pays colonisés d'Afrique du Sud. Voilà comment c'est, et on va vous donner des beaux albums pour illustrer le fait. Et donc, on a un peu, permettez-moi cette comparaison peut-être un peu hâtive, on a les Mahusiers en Namibie qui développent régulièrement une image très paternaliste et surtout immuable des structures anthropologiques des différentes populations de Namibie, ce qui a pour effet de neutraliser
la puissance critique de la science anthropologique, et ce qui suppose du coup qu'évidemment, on veille bien à ce que les anthropologues, entre guillemets, sérieux, ne viennent pas faire un tour dans le pays. Parlons donc des experts. Chantal Verdeil, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur profil, de leurs antécédents, de leur formation? Ce que montre le livre, puisque bon, il y a quand même beaucoup de figures d'experts qui sont étudiées, c'est la diversité de leur, justement de leur profil. Donc, bon, on a des profils académiques, bon, type Chinnery, qui est un anthropologue envoyé en Nouvelle-Guinée, il me semble, donc, bon, et étudié par Gordon Gray, par Geoffrey Gray, pardon. On a des missionnaires qui sont considérés comme des experts, étudiés par Karen Sanchez, bon, par leur connaissance de la. Alors, on peut dire que ce qu'ils ont en commun, ces anthropologues et ces missionnaires, c'est que peut-être que ce qui les caractérise, c'est leur connaissance de la population locale, ou en tout cas ce qui les légitime aux yeux de tous. Hem, on a des figures de l'administration locale, donc notamment Léo Mourad, qui est étudié par notre collègue Chad, et puis aussi dans l'article de Hilary Kalb sur les experts en matière d'éducation, notamment en Irak et en Palestine. Donc là, il y a, dans l'article de Hilary Kalb, il y a des experts qui sont experts coloniaux britanniques, mais il y a aussi des experts locaux, irakiens, palestiniens. Euh, on a la figure de Robert Dequet, qui est étudiée, c'est le premier article par Julie Dandurin, donc bien connue, comment dire, enfin, figure bien connue du parti colonial, qui devient secrétaire général de la Syrie mandataire et qui est nommé en 1923 à la commission des mandats. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une figure d'expert qui ne parvient pas à être reconnue comme experte, puisqu'il s'agit de Nour Hamada, qui est comment dire, étudié par Nova Robinson, qui montre comment, dans le cadre de la défense des études sur les statuts des femmes, on ne parvient pas à imposer comme figure experte une figure indigène locale dans l'expertise. Donc en fait, tout ça montre la diversité de ces hommes et de ces femmes, enfin surtout des hommes, hein, quand même, il faut bien le dire, reconnus finalement comme experts. Il me semble que, du coup, la question, donc il y a pas de figure type, en fait, il y a pas de voilà. Il me semble que la question qui ressort de tout cela, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire, finalement, ce qui compte, c'est d'apparaître comme un expert légitime au nom de ceux qui s'intéressent à l'expertise, enfin, qui ont recours à l'expertise. Cette légitimité, elle peut être fondée, sur un savoir académique ou sur une connaissance, comment dire, par l'expérience de la situation locale. C'est le cas des experts, locaux, c'est le cas des missionnaires, et cetera. Hem, Elle est fondée aussi sur, le fait qu'effectivement vous êtes reconnu par d'autres. Je pense que dans le cas de Robert Dequet, ce qui est intéressant, parce que Robert Dequet, c'est enfin j'allais dire, je ne veux pas dire du mal de Robert Dequet, mais c'est quelque part c'est quelqu'un qui voulait entrer dans la carrière diplomatique et qui a réussi à y rentrer, mais par la bande en fait, par le journalisme et donc là, à la lim peut-être que son expertise tient moins à son savoir qu'à son réseau. C'est, c'est le fait d'être homme du parti colonial et donc et puis d'être un ancien journaliste, donc de connaître, tout le monde. Donc je pense que ça fait partie aussi de ce qui constitue l'expertise au bout d'un moment. Enfin, un expert, c'est aussi quelqu'un qui est au cœur d'un réseau et qui lui-même dispose d'un réseau. Hem, voilà, mais je pense que mmh, ce qui est aussi, l'intérêt de s'intéresser à cette période mandataire avec l'idée que quand même, justement, c'est un moment où on voit émerger cette figure de l'expert et de l'expertise, c'est de montrer que ça reste encore très peu, mmh, ça reste très peu défini ou encore flou, ce qui permet à plusieurs, comment dire, catégories de personnes d'apparaître comme experts. Nous avons eu tout un débat lors du colloque sur, l'article j'ai oublié son nom. Hem, voilà, Alvin Henriette Assem-Bendi à propos de la contre-expertise, au Cameroun, puisqu'elle, elle a considéré comme experts, enfin, ou en tout cas comme émanant d'experts, les pétitions dénonçant la politique de la France au Cameroun, mais ces pétitions n'étant pas nécessairement portées par, une seule personne, mais peut-être parfois par un groupe de personnes. Mais
Donc on a eu tout un débat pour savoir si effectivement il s'agissait d'une expertise même à charge comment dire? Enfin contre les puissances mandataires. Mais en même temps, arguant du fait que ces pétitions, comment dire? Diffusent, une contre-expertise justement, un véritable savoir qui va à l'encontre de ce que la puissance mandataire, en l'occurrence la France, voudrait faire, connaître ou faire croire à propos de sa politique au Cameroun. Norik Neveu, est-ce que, on pourrait revenir un peu plus en détail sur la place des colonisés dans ce domaine d'expertise? Qu'en est-il donc de ces experts issus des populations colonisées? Bah, effectivement, ce que pose aussi cet ouvrage collectif comme question, c'est celle à la fois de la voix des colonisés et puis de l'expertise indigène, expertise locale. Alors Chantal l'a déjà évoqué, mais l'un des éléments de réponse qui est proposé dans le livre, c'est de souligner que les outils mobilisés pour cette expertise sont parfois utilisés par les populations locales pour faire remonter à Genève des problématiques. Donc là, c'est le cas que détaille longuement Alvin Assangbendi dans l'ouvrage, avec le cas du Cameroun. Et cette question en creux, effectivement, que Chantal a bien rappelé, hein, s'agit-il d'une contre-expertise en tant que telle qu'on la définirait, telle qu'on définirait l'expertise au niveau académique. Mais en tout cas, on entend, on retrouve cette voix et ces contestations aussi d'expertise par l'intermédiaire des pétitions ou autres outils de la SDN. Ensuite, l'ouvrage collectif revient notamment sur 3 cas d'études qui illustrent 3 dynamiques un petit peu différentes. Le premier, c'est l'article de Hilary Falk-Kalisman qui revient donc sur cette question de l'éducation et d'une volonté de réformer l'éducation en Palestine et en Irak. Et là, elle donne une place tout à fait importante à la figure des experts locaux de l'éducation, qui permettent aussi de donner une profondeur historique à cette lecture de l'expertise sur les questions éducatives, puisqu'il propose une expertise qui va de la fin de la période ottomane jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'en gros, ces experts locaux sont très, très, très critiques à l'encontre des experts étrangers et qui se considèrent comme plus aptes à appliquer les prérogatives, y compris du pouvoir mandataire. Donc, ce qui est intéressant dans le cas qu'elle détaille, hein, c'est que finalement, ce qui est mis en avant, c'est moins l'intelligence socioculturelle des experts que leur capacité à anticiper et soutenir la construction étatique dans laquelle leur expertise, enfin, qu'est censée appuyer leur expertise. Donc là, on voit vraiment que dans le cadre de nationalismes coloniaux, au moment de l'entre-deux-guerres, des anticipations de ce type peuvent être pleinement le fait de natifs et nationaux d'un pays qui contestent du coup les expertises non indigènes, non locales. Après, ce qu'il faut bien considérer aussi, c'est qu'il y a une asymétrie structurelle entre les acteurs coloniaux et indigènes de l'expertise dans leur possibilité de réponse au pouvoir mandataire. Ça, on le retrouve de manière tout à fait claire et bien exposée dans l'article de Geoffrey Tchad, qui montre les relations verticales entre un personnel mandataire et les experts locaux, qui, en fait, pour le personnel mandataire, sont considérés comme des relais nécessaires pour mettre en place les projets du mandat. Donc là, on a vraiment la question des hiérarchies hein, dans cet ordre d'expertise qui se pose et on voit là que dans le cas détaillé par Geoffrey Tchad, hein, que ces experts locaux, ils prennent aussi un rôle qui est de ne pas rester les outils exclusifs du système de l'administration mandataire et donc du système colonial, mais aussi d'intervenir à différentes échelles, notamment donc dans son cas, il montre comment est-ce que ces experts travaillent en dehors des administrations coloniales, parfois s'opposent à cette administration coloniale, comment est-ce que leur expertise va servir à mobiliser les mouvements nationalistes syriens, enfin voilà, comment on a ici des questions de réseau qui s'entremêlent de manière tout à fait complexe
et qui vont nourrir ces contre-expertises aussi éventuellement. Et puis, dernier exemple, c'est celui de Nova Robinson, qui est développé par Nova Robinson et qu'on voit très bien, qui a déjà été mentionné. C'est aussi la question de qui a légitimité à. Donc là, elle prend l'exemple de la réforme du statut légal des femmes, donc de Syrie, dans le mandat français de Syrie, et elle montre comment est-ce que effectivement les militantes de ces questions pour la défense des droits des femmes cherchent à s'imposer comme des interlocutrices dans cette expertise sur cette question du statut social et notamment du statut légal des femmes, pardon, et notamment au niveau d'un comité qui est chargé de statuer sur cette question. Donc, on a une revendication de la part de ces activistes qui est d'être reconnus comme experts. Et donc là, on a ces activistes locales qui cherchent à s'imposer sur cet espace, ce théâtre qu'est l'expertise internationale et la commission des mandats comme interlocutrice incontournable. Chantal Verdeil, comment est-ce qu'on peut évaluer le poids, s'il y en a un, ou en tout cas la place qu'occupe l'expertise critique ou la contre-expertise, qu'elle émane des experts issus des populations colonisées ou d'experts issus des puissances mandataires? Ces effets paraissent assez limités. Donc cette contre-expertise, elle est surtout évoquée dans l'article de Karen Sumrer-Sanchez sur 2 missionnaires anglicans en Palestine, notamment à Hébron, dont surtout le second, Forster, s'est montré très critique à l'égard de la politique britannique menée pendant la grande révolte de Palestine et notamment pour dénoncer la répression menée par les Britanniques. Et donc, d'autre part, par Alvin Hassan-Bendy à travers les pétitions envoyées à la commission des mandats euh, par, par différents groupes ou individus du Cameroun qui dénonçaient la politique menée par la France dans cette région. Alors, ce que montre l'article sur le Cameroun, c'est que en fait, les procédures même de la commission permanente des mandats font que ces contre-expertises ont beaucoup de mal à parvenir à, comment dire, à être discutées publiquement. Donc, du coup, elles sont, tout est fait pour les étouffer. Donc, elles sont d'une part, elles sont, comment dire, de fait peu entendues et peu écoutées, puisqu'elles ne parviennent pas vraiment à être audibles. Pour des raisons, et là, pour des raisons un peu juridiques qui tiennent à la procédure. Bon. Pour le cas des missionnaires britanniques, finalement, on sent aussi qu'ils se retrouvent en porte-à-faux. Et alors, une des sources qu'utilise Karen Sumrer-Sanchez, c'est le journal de Forster, où il se montre vraiment très critique à l'égard de la politique britannique. Mais finalement, c'est difficile de savoir si, au-delà de son journal, il exprimait très publiquement comment dire, il était très gêné finalement. Donc, dans son journal, il exprime vraiment le fond de sa pensée qui est extrêmement critique. C'est pas sûr qu'en public, il ait pris des positions aussi tranchées, euh, parce que lui-même se retrouve finalement dans une situation personnelle extrêmement inconfortable, puisqu'il a toujours été, comment dire, puisque à Hébron, il est passé de statut d'expert collaborant, sans donner de sens péjoratif ou moral au verbe collaborer, mais travaillant avec les Britanniques, à une situation où qu'il ne peut que dénoncer. Alors, il est clair que en tant que médecin, il soignait les rebelles, donc les rebelles, c'est pas le mot, ceux qui avaient pris les armes contre les Britanniques. Mais là encore, toutes ces personnes qui sont porteurs d'un discours critique à l'égard de la politique coloniale ont beaucoup de mal à se faire entendre, soit parce qu'ils sont dans des positions très inconfortables, soit parce que finalement les mécanismes juridiques prévus par la Société des Nations et la Commission permanente des mandats donnent la primauté au discours officiel qui est celui des puissances mandataires, en fait. Pour dresser un bilan maintenant de cette expertise mandataire, Norig Neveu, que peut-on dire de son impact
générale sur les politiques des puissances mandataires, mais aussi sur la légitimité même de la domination coloniale? Pour commencer, c'est vrai qu'il est assez communément considéré que les experts ont contribué à exercer et à légitimer le pouvoir colonial, sa mise en place et le développement de ces politiques donc dans les différents territoires sous mandat, quel que soit le statut des mandats. Et parfois, donc, ils ont contribué à mettre en place aussi ces systèmes, ce pouvoir colonial, soit par délégation de fonctions administratives, soit aussi sous couvert d'audit financier. Ce pouvoir colonial s'est développé. Après, ce qui est rappelé dès l'introduction aussi de l'ouvrage, hein, c'est que cet élément est très largement reconnu, considéré par les spécialistes de l'expertise. La mise en garde qu'on proposait aussi, c'était que ça n'aille pas avec une homogénéisation des situations mandataires et que ça n'aplatisse pas les différentes dynamiques qui peuvent être liées à cette expertise mandataire. Alors, un élément deux éléments peut-être de réponse. Le premier, c'est la notion qui est largement reprise par Robert Gordon, qui est de considérer aussi le champ d'expertise coloniale, qui est tout à fait lié aux sociétés savantes. Il y a un espace de l'expertise qui se développe, au sein desquels s'inscrivent les réseaux, les systèmes, les différentes stratégies de professionnalisation de l'expertise, mais de considérer tout ça aussi comme un théâtre où vont se jouer à la fois les concurrences entre les différents États mandataires, mais aussi des rapports de force entre population locale, société savante locale et différentes puissances mandataires. Et ça, on le retrouve décrit de manière complexe et je pense tout à fait riche dans l'article de Véronique Dimier, puisqu'elle montre bien à la fois d'abord comment la comparaison est au centre de la démarche de la commission permanente des mandats, donc comment ce qui est proposé aussi, c'est d'essayer de proposer un mode de gouvernance, même si ce dernier est loin d'être homogène, comme je l'ai dit. Et puis, en même temps, comment, malgré cette volonté de poser la comparaison de manière structurelle à travers l'expertise, comment cette société permanente des nations, elle est structurellement organisée aussi autour d'une nature concurrentielle et potentiellement aussi autodestructrice. C'est-à-dire que sur ce théâtre qu'est la Commission permanente des Nations, on va retrouver des experts qui vont essayer de s'installer pour imposer leur légitimité. Et donc, on va avoir des jeux d'experts qui vont se faire et qui affaiblissent en tant que tels le pouvoir des États mandataires. C'est aussi l'espace où éventuellement les contre-expertises vont pouvoir s'exprimer en utilisant les mêmes outils qui sont ceux de l'expertise, les mêmes domaines qui sont ceux de l'expertise. Et c'est ici que les représentants des populations indigènes, notamment, vont pouvoir exprimer leur désaccord, leur contestation par rapport aux propositions des experts qui devraient donc appuyer les politiques coloniales. Donc, on a cette complexité qui est structurelle en fait à l'expertise. Donc, élément légitimant le pouvoir colonial, oui, mais en même temps avec aussi une dimension autodestructrice qui est assez forte dans son organisation institutionnelle. Je vais maintenant adresser ma dernière question à Philippe Bourmeau et elle concerne la postérité de cette expertise mandataire et en particulier la question de savoir si on peut y voir un phénomène précurseur de l'internationalisation des politiques publiques observées après 1945. Bon, alors là, je formulerai ma réponse en deux temps. Il y a d'abord une postérité évidente, puisque le système des mandats ne disparaît pas corps et biens. Avec la SDN en 1946, il se transforme au sein du système onusien dans le système des tutelles qui a cessé d'être effectif depuis les indépendances
complète de la Namibie en 89 et puis effective des Palau et de la Micronésie en 1990, mais ça fait partie des serpents de mer qui reviennent. Et si, face à la perspective d'une administration internationale longue sur tel ou tel territoire en conflit, on réactivait comme mode de gouvernance le système des tutelles. Sauf que bon, celui-ci a une généalogie trop coloniale pour que ça passe et que ça soit accepté par la majorité des pays et des membres des Nations Unies, bien sûr. Mais il y a donc cette continuité-là qui a maintenu quand même visible la spécificité de ce système mandataire avec toutes ces procédures, même quand elles ont été corrigées. Alors, c'est intéressant d'aller voir où elles ont été corrigées. D'abord, la commission des tutelles est nettement moins un club colonial que la commission des mandats. D'autre part, on s'était aperçu que l'interdiction qui était faite à la commission des mandats de diligenter des enquêtes avait fait que la commission des mandats avait dû en fait s'appuyer sur une diplomatie de couloir pour s'informer. Et à la place, eh bien, la commission des tutelles pourra diligenter des enquêtes, ce qui ne va sans doute faire que renforcer les effets de doublons ou de concurrence thématique avec des organisations internationales du système onusien. Bon, ça, c'est le premier point. Ça conserve manifestement le particularisme du système mandataire, souligné dès le début. OK, si on veut réformer la colonisation, on peut appliquer des procédures et les soumettre à l'examen d'organisations internationales pour s'assurer que voilà, les exactions ne soient pas trop ostensibles de la part des puissances coloniales. Mais dans ce cas-là, pourquoi se limiter à ces territoires-là en particulier? Et du coup, depuis le début, le système mandataire, puis les tutelles sont vus comme finalement quelque chose qui précisément n'a pas été universalisé et donc finalement reste une voie de garage des politiques publiques internationales. Sauf que, et c'est ce que développe Simon Jackson dans sa conclusion, si on regarde maintenant le personnel, si on regarde maintenant les modes de financement, on va voir que quand même, il y a de la continuité. Alors, Simon insiste notamment sur le fait de suivre la trajectoire des militaires, qui ont été quand même un élément essentiel des administrations mandataires, voir ce qu'ils sont devenus après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est vrai, on va retrouver pas mal de transferts, de pantouflage vers une expertise internationale civile. Mais on pourrait dire la même chose de milieux missionnaires et aussi de milieux qui ont été créés comme des viviers en vue initialement de l'administration mandataire avec ses particularismes et qui se déploient pleinement dans l'expertise internationale après 1945. Je veux parler de certains départements des universités, les facultés de médecine, les facultés d'ingénierie ou en particulier à l'université américaine de Beyrouth, les départements de sociologie, qui vont avoir formé des gens qui ont, comment dire, la langue statistique et la manière de se plier à un agenda qui leur permet ensuite de se replacer à l'intérieur du système onusien. Et donc, on voit que le système mandataire a créé des carrières aussi pour des institutions locales comme l'université hébraïque, l'université américaine de Beyrouth ou l'université de Bagdad en particulier. Sur le plan financier, il y a quand même une dimension du système mandataire, c'est qu'il faut montrer qu'on fait quelque chose. Alors, ça peut être un écran de fumée, mais il y a une obligation de jouer le jeu de la vitrine, de la colonisation. Et du coup, on va insister sur le fait de financer des réalisations qu'on va pouvoir ensuite publiciser. D'où l'importance dans ce système-là des fondations internationales philanthropiques, bien sûr. Du coup, il y a une certaine expérience aussi de la manière de budgétiser ce genre de projet, en fait, finalement, une expérience du financement par projet, une expérience aussi des approches par échantillonnage, par villages expérimentaux, etc., qui me paraît quand même un jalon important dans la production des politiques publiques d'après 1945. Bien, merci beaucoup Philippe, et merci Chantal, et merci Norig pour toutes ces multiples perspectives sur le contenu de l'ouvrage.
Voilà, il nous reste quelques minutes pour prendre d'éventuelles questions de nos auditeurs. Bonjour, Bonjour. Fabien. Juste une question technique par rapport aux sources. Est-ce que vous avez eu accès aux minutes ou à toutes les comptes rendus de la commission permanente des mandats, ou comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez aussi, parce que vous avez mentionné les journaux de certains des personnages, mais donc vous avez aussi consulté les rapports, j'imagine. Comment ça s'est passé au niveau des sources, justement? Est-ce il y a eu des lieux de rassemblement de ces sources que vous avez pu consulter de manière un peu systématique ou pas? Les sources sur les mandats sont quand même assez généreuses, très centrées septentrionalement, on va dire. D'une part parce qu'il y a un travail d'archivage intensif qui a été fait à la Société des Nations, puis à l'ONU quand elle a hérité tout le patrimoine de la Société des Nations. Et bon, les archives de la commission des mandats, en tant que telles, hein, vraiment la correspondance de la section, c'est-à-dire en fait le secrétariat, différents états des rapports, des rapports comment dire, des rapports de la commission des mandats qu'elle adressait au Conseil après ces réunions, et puis toute une documentation, notamment une masse de sélections de journaux, les pétitions, etc. Tout ça a été réuni dès cette époque. Une partie a été publiée et du coup, vous avez tout un tas d'organisations, d'associations internationales, etc., qui ont fait fond là-dessus, souvent pour critiquer leur propre gouvernement ou pour clouer tel autre gouvernement au pilori. Et puis, il y a une documentation d'archives qui est à Genève, qui est progressivement d'ailleurs en passe d'être numérisée, que ce soit celle de la commission des mandats et de la section des mandats, et des sections spécialisées, que ce soit le Fonds Nansen pour les réfugiés, l'organisation d'hygiène, etc. Donc, ça, c'est un premier môle, avec pour limite que même si il y a plein de pétitions, là on voit de la correspondance, on voit qu'il y avait de l'échange avec des populations sous mandat, le fait est que ça reste quand même très comment dire, cadré par l'obsession du filtrage de la SDN qui voulait juste ne pas avoir finalement à devoir répondre à toute organisation qui se posait comme représentative. Ensuite, bien sûr, il y a les archives des puissances mandataires et des pays qui avaient un délégué à la commission des mandats. Donc, ça va être à Nantes pour le mandat français au Levant. Alors, bon, j'ai l'impression que ça va mieux, mais il y a eu un problème d'accès pendant un certain temps pour des questions de commission hygiène et sécurité qui a dû montrer que les archives étaient mal entreposées. Tout un problème d'inaccessibilité des archives sur le mandat français. Pour le Togo et le Cameroun sous mandat français, c'était à Aix. Et pour la Grande-Bretagne, bon, Kew Garden principalement. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les institutions qui étaient présentes sur le terrain et qui se faisaient donc valoir comme des go-between, comme des gens capables d'apporter des réponses, les organisations missionnaires qui conservent massivement leurs archives, les universités américaines qui aimaient bien donner un coup de pied de l'âne en envoyant des experts que les puissances mandataires ne pouvaient pas éjecter, etc. Et puis, il y a les archives sur place. Et là, ça va vraiment dépendre. Bon, aller à Souksa-Arouja, on aimerait bien, mais de fait, ceux qui ont travaillé, même avant 2011, sur les archives du gouvernement de Syrie placées sous la tutelle de l'administration mandataire française, trouvaient que c'était quand même assez, ça avait été très fortement filtré en fait. On avait quelques documents représentatifs qui donnaient une idée, mais pas une vision globale de la manière dont fonctionnaient les administrations placées sous supervision de la puissance mandataire et au-delà sous supervision internationale. Bon. Et puis, bon, ben, voilà, sur place, c'est un petit peu au petit bonheur. Parfois, c'est très bien tenu. La Namibie, paraît-il, je n'y suis pas allé, mais c'est le paradis parce que les archives ont été organisées à l'allemande, donc c'est extrêmement stéréotypement carré. Donc, les chercheurs disent que c'est d'un usage extrêmement facile et ce n'est pas
pareil partout. Par exemple, au Tanganyika, enfin en Tanzanie, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir des miles pour pouvoir faire une recherche un peu complexe là-dessus. Et puis aussi, comment dire, des talents linguistiques. Moi, je ne connais pas un mot d'afrikaans ni de japonais. Moi, j'avais une question sur la figure de l'expert. Chantal, quand tu as répondu au départ, tu as fait une comparaison aussi avec les années 90. Et du coup, je me posais la question de l'expertise avant les mandats. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que derrière cette figure-là, vous le montrez bien, c'est lié peut-être à un projet colonial, aussi à probablement à des prétentions à des dispositifs de réformation d'institutions étatiques, etc. Mais du coup, je me demande, un peu comme Monsieur Jourdain, est-ce qu'il y avait des experts avant, avant les mandats? Enfin, la question n'est pas est-ce qu'il y avait des experts, mais qu'est-ce qui s'invente finalement dans cette période? On comprend bien qu'il y a des fortes luttes de légitimité, et du coup, est-ce que c'est fondamentalement, est-ce que cette période des mandats, elle instaure quelque chose de fondamentalement singulier? Ou bien, enfin voilà, c'est un peu parce que le fait de dire que l'action publique, que l'action politique, enfin que le prince s'entoure de conseillers, on va dire. C'est une longue histoire et donc ma question c'est comment advient l'idée même d'expertise, le mot même d'expertise, comment on le dit, comment, enfin voilà. Un des présupposés ou des paris du livre, c'est que l'institution et l'organisation d'un ordre international, ici avec les SDN, est un facteur comment dire, créateur d'experts puisque là, il s'agit de dépasser un cadre national, en fait. Donc, et comment dire, en fait, il me semble que aussi un des projets du colloque, c'était d'essayer de remonter au-delà de 1945, enfin, de penser que ce qui se joue avec la montée en puissance des organisations internationales après 1945 est déjà en germe avant. Après, moi, je pense qu'un autre élément de réponse, je pense que c'est assez, comment dire, je pense que justement, on voit des experts qui étaient sans doute là déjà avant et qui restent là, genre les missionnaires, par exemple, bon, typiquement. Mais par exemple, dans l'article de Rosaire Cousseau sur cette question démographique, les statisticiens qui sont envoyés, les démographes qui sont recrutés pour produire ces données-là, là, on est quand même… Alors évidemment, on en a déjà produit. Peut-être que Victor Cuinet, dont tout le monde utilise le livre aujourd'hui, pour essayer de savoir combien il y avait d'habitants dans les villes du Moyen-Orient dans les années 1890, quelque part, c'est un expert, mais lui, enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose dans la procédure, dans la production des données qui est quand même institutionnalisée et rationalisée, je pense, qui change avec la période mandataire. Et puis justement, le fait qu'il y ait cette espèce de reconnaissance ou d'onction de l'organisation internationale qui est la SDN et la CPM. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est mis en expertise et processus d'internationalisation, ce n'est pas propre à la période post-Première Guerre mondiale. C'est des processus qui existent, qui qualifient le 1er et 20e siècle et que par ailleurs, les experts, ils restent très, très importants, y compris après 1945. Donc, effectivement, je pense que là, ce que ce livre essaye un peu de mettre en lumière, c'est que de prendre le mandat comme objet, comme espace, comme observatoire, ça permet aussi précisément de répondre à cette volonté comparatiste que pose la structure mandataire, et non plus de rester dans des logiques nationales et nécessairement concurrentielles qui étaient représentatives de la période pré-Première Guerre mondiale. Donc, c'est cette spécificité-là qui est propre au fonctionnement du mandat en tant que tel, à cet espace mandataire qui est de fait aussi très lié à la question du développementalisme, donc tout ce qui va être quantification, etc. Il y a ces enjeux-là, évidemment, hein, qui
qui reprennent la question de la carte, de la représentation de l'espace. Dans le cas de l'Algérie, ça a été montré à plusieurs reprises comment ça a pu être, y compris avant la Première Guerre mondiale, un outil des pouvoirs coloniaux. Mais là, cette question de la quantification, elle se pose aussi dans une arène qui est très spécifique à l'échelle internationale, et elle va être aussi le jeu de relations, de rapports de pouvoir entre différents projets coloniaux, entre différents projets étatiques. Je crois que c'est aussi ce qu'on essaie de montrer dans ce livre. Moi, il y a deux idées qui me viennent en tête, je pense, qui vont un peu compléter juste la vision, mais ça restera une réponse partielle parce que la question de pourquoi les mandats, elle s'est posée à nous dès le début et pour une question de périodisation et pour une question aussi de cohérence interne de l'objet parce que, voilà, c'est extrêmement hétérogène comme ensemble de territoires. Du coup, pourquoi étudier le Togo ensemble avec des pays du Pacifique et du Moyen-Orient plutôt que dans un ensemble d'Afrique de l'Ouest? J'ai envie de dire parce qu'ici, il y a un facteur international. Mais évidemment, ça n'exclut pas l'autre approche. C'est juste une volonté de la compléter. Alors, juste deux choses. D'une part, je rebondis sur ce que disait Chantal au sujet de Vital Cunet. Il y a quand même, en fait, plus de continuité assumée entre disons, tous ceux qui pouvaient se poser comme experts dans le monde colonial d'avant 1914 et les mandats à l'intérieur même de la commission des mandats. D'abord parce qu'à partir de 26, il y a des membres allemands qui généralement étaient des gens de la diplomatie qui suivaient de près les dossiers coloniaux avant-guerre. Et d'autre part, parce que le premier président de la commission, c'est nul autre que l'ancien directeur pour l'Empire ottoman et l'Égypte du Banco di Roma, qui pilotait des investissements et qui aussi était délégué italien au sein de l'administration de la dette publique ottomane. Donc on voit d'abord des proximités d'intérêt, ici ceux des petits porteurs européens de l'ancienne dette publique ottomane, aussi tout simplement l'habitude de voir ces gens-là pondre des rapports. Il n'y a pas eu que David ou des albums statistiques ou des almanachs, il n'y a pas eu que Vital Cunet à le faire. Et enfin, il y a le sentiment qu'il y a un peu besoin quand même de ne pas avoir des gens qui soient complètement à débarquer sur ce terrain-là. Bon. Le deuxième point que je voulais signaler ici porte plutôt sur les organisations internationales dans leur ensemble, à savoir que la SDN est très demandeuse et dévoreuse d'experts, de gens qu'elle peut présenter comme experts, que ce soit parce que parfois elle hérite d'institutions où des formes d'expertise se sont déjà développées, donc il y a des procédures, ça roule, etc., mais pas partout, ou parce qu'il y a un gros enjeu, on est après 1917, après la révolution bolchevique, un gros enjeu vis-à-vis de l'opinion publique et que donc, il faut afficher qu'on a des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, soudain, les gens vont être requalifiés comme experts, ce qui aurait probablement pas été une qualification essentielle avant 1914, on les aurait appelés délégués, etc. Mais on aurait plutôt vu leur profil comme un profil de diplomate, par exemple, mais soudain, on les appelle des experts et du coup, ça crée un appel d'air et on voit des institutions qui commencent à dire voilà, il faut former des experts parce que c'est ça, finalement, un peu le métier d'avenir. Et du coup, là, on va voir des modèles de pratique du rapport, des modèles de pratique de la statistique, etc., qui vont se superposer à ce qui était initialement des fonctions ostensiblement plus politique, même si les questionnements politiques à la base étaient les mêmes. Comment prendre une décision, qui va avoir voix au chapitre pour influencer la décision, etc. Bien, merci Philippe. Je ne sais pas s'il y avait encore certains d'entre vous qui souhaitaient poser une question. On peut en prendre une dernière. Sinon, on clôturera cette belle séance. Pas de candidat, pas de main levée. Non.
Eh bien, dans ce cas, il me reste donc à remercier nos invités, donc Philippe Bourmeau, Norine Neveu et Chantal Verdeil. Je vous rappelle le titre de leur livre, Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations, figures, champs et outils, paru cette année aux presses de l'INALCO. Je vous rappelle que vous pourrez revoir ce webinaire ou conseiller à d'autres personnes de le revoir sur la chaîne YouTube de l'IREMAM ou de le réécouter en podcast sur différentes plateformes comme Anchor, Spotify, Google Podcasts et d'autres. Le prochain rendez-vous de l'IREMAM aura lieu dans une semaine, donc mardi prochain, 25 mai, même horaire, de 14h à 15h. Nous accueillerons Charlotte Coureil pour évoquer son livre « L'Algérie des oulémas, une histoire de l'Algérie contemporaine 1931-1991 ». Merci encore à nos invités pour leur participation et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous et merci.